Oh, quelle catastrophe, quelle catastrophe, quelle catastrophe mon cher Maurice, tout se passait bien, on avait gagné la Ligue des Champions, on avait des raisons d'être de bonne humeur et là, gros drama entre copines, les copines droitardées, Trump et Musk se sont fâchés, que va-t-on faire, que va-t-on faire? Il est devenu orange de rage. Il est devenu orange de rage, ça se traite de pédo. Mais heureusement, pour nous réconforter, nous avons l'immense honneur d'avoir Cortés le Gitan et Sasquatch. Comment vous allez les gars? Dont on a cité le nom à maintes reprises. Très bien, très bien. Et alors, mon cher Maurice, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour rebâtir l'espoir droitardesque? En shortant Tesla, premièrement, pour sauver notre portefeuille des actions des tariffs. Et sinon, on peut activer la rubrique du doigt mouillé. Est-ce que tu peux nous rappeler ce en quoi consiste la rubrique du doigt mouillé, mon cher Maurice? Non, je laisse Cortés le faire. Bon les gars, j'ai une info exclusive. Musk aurait tweeté que Trump avait un petit chibre sur X. Ça vient de sortir. Il a dit, il rentrait à peine dans ma bouche. Tu t'es senti concerné. Bon, alors, c'est la rubrique du petit chibre. La rubrique du gland mouillé. C'est la rubrique du doigt mouillé. 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 This is not financial advice. Bon alors, mes chers amis droitardés, si vous aviez du Tesla, j'espère que vous l'avez vendu à temps parce que rien ne va plus. Mais heureusement, nous avons trouvé des boîtes de droitardés pour vous aider à pouvoir investir sereinement sur vos convictions et ça permettra de remplacer Tesla. Mon cher Maurice, connais-tu la conviction profonde du droitardé et son inquiétude profonde? Son inquiétude profonde, c'est que les gens se mettent à manger des pizzas et à écouter du rap et ainsi constituer une traîtrise envers le reste du peuple. Ah oui, effectivement, oui, apparemment c'est très grave que des bobos écoutent de la musique en mangeant de la pizza. Et il y a aussi une grosse inquiétude, c'est les changements de consommation alimentaire en France. Et figurez-vous qu'il y a notamment des changements dans la consommation de viande. Le porc était la viande la plus consommée et maintenant c'est le poulet. C'est le moins cher, je pense, non? Non, il y a pas que ça. Il y a plusieurs raisons, mais c'est le porc le moins cher. Non, ouais, mais c'est le poulet est moins cher. Le poulet est moins cher que le porc. Ouais. Le poulet et la dinde, ouais. Donc on investit dans louer, c'est ça. Exactement. Pour les repas de Gomuscu. Exactement. Et en fait, pour profiter de cette tendance, parce qu'on est convaincu qu'il y a des changements de démographique qui font que on va manger plus de poulet et moins de lardons. Parce que j'aime beaucoup le porc, c'est une de mes viandes préférées. D'ailleurs, vous mangez quoi comme viande? Le canard, quand même. Tu manges plus souvent du canard que du porc? Top 1, je mettrais le canard, ouais. Moi, ce week-end, j'ai eu le plaisir d'avoir des côtelettes de chevreuil à la maison. Qui avait chassé le père de ma copine. C'est très bon. Et qu'on a fait flamber au whisky. C'était vraiment pas mal. Le sanglier aussi. Et alors, toi, mon cher Sasquatch, qu'est-ce que tu manges comme viande principalement? Alors, principalement du poulet, effectivement. Mais ma préférée, c'est le canard aussi. Ouais. C'est le canard. Ouais, moi je dirais principalement du porc et le canard c'est quand même délicieux. Voilà, team c'est la team Narbonne ici. Et il se trouve que pour profiter de cette tendance de la volaille, il y a une entreprise géniale qui s'appelle Loué. Sasquatch avait trouvé la boîte, mais Loué du coup c'est une boîte cotée sur Euronext et qui, comme le nom l'indique, possède la marque de poulet Loué, mais qui en fait possède plein de marques différentes. Il fait aussi du surgelé via Marie, possède Maître Coq, poule et toc aussi. Nature et respect. C'est Big Chicken quoi. Je crois que c'est ce que Musk aurait tweeté aussi sur Trump. Et en fait ils sont dans la volaille, donc ils font aussi de la dinde. Est-ce qu'ils ont le gaulois? Le gaulois, ouais, ils ont ça. Ils ont le gaulois. C'est vraiment Big Chicken. C'est Big Chicken, ouais.
tout ce qui a des Ouais, c'est plumes, Des plumitifs. Du poulet élevé en captivité, non? mais ils font pas trop d'ornithorynques. Hein, que Et je- alors, C'est des poulets aux hormones, j'ai un une peu, question c'est- sur, je sais pas trop. sur les détails structurels. Est-ce que du coup, ils possèdent des fermes exploitées par des salariés exploitants ou est-ce que c'est un réseau Alors là, alors moi, d'exploitants de ce que j'ai compris, c'est plus un réseau où ils achètent auprès d'agriculteurs. Donc ils traitent avec 6500 agriculteurs différents. Et après, la masse salariale, ils ont 22 000 employés. Donc je suppose qu'en fait, ils doivent acheter les poulets. Ensuite, ils les emmènent dans leurs propres abattoirs, ils les Oui. traitent. Eux, c'est surtout de la transformation là. Ouais, Ils les achètent à des partenaires agriculteurs. c'est ça. Alors, petite vérification lors du montage, je suis en train de dire une bêtise parce qu'en vérité, le modèle est mixte dans le groupe Loué, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'intégration verticale chez certaines marques comme le poulet loué, donc pas le groupe, qui passe par une coopérative d'agriculteurs. Et on a d'autres marques comme Maître Coq ou le Gaulois qui vont, elles, se fournir auprès de prestataires qui sont des paysans. Et donc c'est une boîte qui est assez vieille malgré tout, hein, qui date de 1900, qui a été fondée en 1900. Et c'est une boîte qui est intéressante parce que bien sûr la tendance de la volaille, mais c'est une boîte qui est en plein essor et qui fait une croissance assez importante. Hein. Ces dernières années, le chiffre d'affaires, il montait de 12% par an. Après c'est assez irrégulier, hein, ce genre de boîte, parce que les gens consomment pas toujours autant de viande. Il peut y avoir des problèmes avec des coûts de production qui montent énormément. La grippe aviaire. T'as la grippe aviaire. Et c'est assez concurrentiel quand même la bouffe. Alors c'est une boîte, tu vois, qui est quand même très franco-française. Le chiffre d'affaires, il se fait 5/6e en France, mais ils vendent de plus en plus à l'international et notamment en Pologne. Ah. C'est-à-dire que sur les 900 millions de chiffre d'affaires qu'ils font à l'étranger, t'en as 600 millions qui se fait en Pologne. Alors, Sur les 900 millions? Ouais. Sur le gros de leur chiffre d'affaires? non, c'est- le chiffre d'affaires de l'étranger, c'est 900 d'accord. millions. Et le chiffre d'affaires total, c'est, je crois, un truc genre 5,6 Ok. milliards. Pas mal. Donc c'est quand même assez balèze pour une market cap qui est de 3 milliards environ, un peu moins de 3 milliards d'euros. Enfin c'est une pas small énorme, cap, mais- enfin c'est une mid cap, Ouais. mais c'est plutôt solide. Et alors cette boîte, quand je vous dis du coup qu'elle fait de la croissance, elle fait de la croissance de environ 12% par an, avec un BNA qui a tendance à fluctuer parce que la marge est un peu irrégulière, mais ces dernières années c'était plus autour des 20%. Et vous me direz, mais une boîte aussi géniale qui vend le meilleur poulet du monde, elle doit être super chère. Et en fait, non, elle a un PE qui est donc le ratio entre son prix et ses bénéfices qui est juste de 10. Donc autant dire que quand tu l'achètes, pour 10 euros de prix, t'as 1 euro de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas cher du tout. Plus une boîte qui a plein de cash, qui a pas de dette, qui est assez sympa, qui a une Quelle bonne différence rentabilité. entre le PE et le PER? C'est le PER. Price Earning Ratio. Ah, ok, donc c'est C'est une boîte qui compte beaucoup sur des acquisitions d'autres fabricants de bouffe pour pouvoir grossir. Et ça se ressent dans les dépenses qu'ils font, parce que une fois qu'ils ont généré leur chiffre opérationnel, leur résultat opérationnel, il y a environ 60% qui part en capex. Donc tu vois, c'est quand même assez intensif de nourrir la machine. Mais voilà, c'est plutôt une jolie boîte, et c'est une boîte aussi qui donne beaucoup de dividendes. Enfin, le dividende aujourd'hui il est de 2,7%, et pourtant il est bien couvert par le cash. Il représente que 20% des bénéfices, et ils font beaucoup de rachats d'actions, donc c'est plutôt une jolie boîte. Il s'échange à combien aujourd'hui? La boîte elle est genre à 80, enfin pardon, l'action elle est à 86 €, donc c'est un truc que tu peux acheter en PEA. Mais par contre voilà, moi c'est une boîte que je trouve sympa sur le niveau de la valorisation et sur le niveau de la croissance, mais pour moi il y a quand même des gros red flags. Déjà de 1, les marges sont quand même très faibles, hein, c'est l'alimentaire, c'est du 4%. Ouais. Tu vois, ça, il faut savoir, parce que si jamais tu as une crise énergétique, si tu as les agriculteurs qui sont dans la rue, si tu as les coûts de production des engrais qui augmentent, très rapidement le bénéfice il peut devenir négatif. En plus ils sont surtout exposés à la France. Donc, tu vois, je sais pas si tu as une loi qui essaie de caper certains trucs dans l'alimentaire, il peut y avoir des soucis. Il y a beaucoup de normes de la politique européenne agricole aussi sur les cages des poulets.
Est-ce que Ouais. c'est une boîte éthique justement par rapport à ça? Parce que Oh, c'est ils de ont- l'élevage Alors, ils ont industriel eu des et scandales et tout. hein. Il y a beaucoup de scandales, je pense. Et pour moi, médical. t'as des gros risques qui sont les scandales sanitaires et en plus des risques législatifs. Tu vois, on parle beaucoup du bien-être des animaux. Oui. Tu pourrais même avoir, je sais pas, un jour peut-être les abattements rituels et tout qui sont interdits si t'as ça. Ils doivent changer plein de trucs dans leur abattoir. Les abattements fiscaux, tu veux dire. Après, le plus gros risque, je pense que c'est la grippe aviaire. Après, tu vois, vu qu'ils ont plusieurs producteurs, est-ce que, d'ailleurs, ça c'est une bonne question, mais est-ce que quand il y a la grippe aviaire, c'est un truc qui se transmet vraiment d'élevage en élevage très rapidement? Je crois que le gros des morts, c'est surtout les poulets qui vont être abattus préventivement, Ouais. justement. Non, bah, c'est comme, tu sais, en Italie, t'avais eu ce virus qui s'était attaqué aux oliviers. Et comme c'est des monoproductions avec un seul type d'olivier, bah, ça te défonce ta production. Et là, les poulets, souvent, c'est des races qui sont croisées pour que genre dès qu'il naît, en 30 jours, il fait 10 kilos. Genre, il s'effondre sur ses pattes tellement il est gras. C'est ce que j'ai vu dans Super Size Me 2 Ouais. sur Amazon Prime. J'ai pas vu le 2. Ah, j'ai pas vu le 2 non plus. Donc ouais, c'est un virus qui touche la race en question parce qu'elle a peut-être une faiblesse, Ouais, il y a une fragilité, génétique hein. du système immunitaire. Hop, plus de poulet. Et ils ont ce problème-là en Amérique avec les bananes. Ouais. En fait, les bananes, les races ont été tellement optimisées pour faire un truc, pour faire juste du rendement, que t'as pas de diversité génétique et t'as certains parasites qui défoncent totalement les plants de bananes et ça fait perdre énormément d'argent. Et du coup, on pense via les OGM à corriger ces problèmes génétiques, mais Jusqu'à ce qu'il y en a un autre qui survienne et en fait, tant que t'as pas la diversité génétique, t'as ce problème-là. Ouais. Ça se voit d'une autre façon via les races de chiens, où on voit tous les chiens qui font du diabète, qui peuvent pas manger de ceci ou de cela. Enfin bref, il y a ces risques-là. Après, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a des opportunités avec ce genre de boîte. Bon, déjà, c'est pas cher. Le risque qu'on prend, fondamentalement, il est pas si gros que ça. En plus, il y a quand même une bonne croissance. Et en plus de ça, c'est des boîtes qui peuvent diversifier leur catalogue de production parce que tu as beaucoup de marques et qui sont encore assez petits pour pouvoir faire des acquisitions comme ça. Et vraiment diversifier le chiffre d'affaires. Et après, moi, ce que j'ai bien aimé avec cette boîte, c'est si vous regardez les présentations aux investisseurs, c'est vraiment super transparent. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer marque par marque quelle a été la progression de la marge, du chiffre d'affaires, et ils te parlent de produits à la con, genre la dernière pizza de chez Marie, elle a super bien fonctionné. Et tu vois toute leur en fait, leur présentation d'un investisseur, on dirait un catalogue Carrefour, le truc. On a trouvé une façon de profiter des tendances démographiques et donc on a pu jeter notre argent de Tesla et le mettre à fond dans les poulets loués, mais maintenant où est-ce qu'on va mettre le reste de la cagnotte de mon short sur Tesla? Bah tu vois, on a commencé cette émission par enfiler notre béret, peigner notre moustache et sortir nos bretelles avec pour ambition de faire un grand barbecue participatif halal de poulet. Car nous avons tout misé sur le GR. Et moi, tu vois, au début, quand je préparais l'émission, je me suis dit, je savais que tu allais choisir ça, parce que tu me l'avais dit, t'avais peut-être oublié. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc tout aussi rigolo dans le thème du droitardisme. Et j'ai eu un peu de mal. Au début, je me suis dit, j'ai peut-être regardé du côté vestimentaire, voir si Barbour était pas coté. C'était pas le cas. Du coup, après, je me suis dit, tiens, qui est-ce qui fait du vestimentaire et qui est droitardé? Bah, Hugo Boss. Mais bon, c'était pas sexy, j'aimais pas trop l'action et tout. Et du coup, je me suis dit, finalement, on a notre barbecue de poulet, il faut le dessert, tu vois. Et quoi de mieux qu'un bon plateau de fromage, bien de chez nous, pour surligner nos origines françaises. Mais où est-ce qu'on trouve du fromage, du coup? Sans oublier que nous sommes des prolos. Et donc, qui dit prolo dit populisme, dit j'ai pas d'argent, donc je vais pas aller dans ma laiterie du 3e arrondissement Bobo avec les fromages bio et de circuit court. Je vais aller en grande surface et je vais prendre un Caprice des Dieux. Et qui produit le Caprice des Dieux? C'est une entreprise qui s'appelle Savencia. Savencia, ok. Savencia, et qui est un des leaders de la production de fromage industriel en France. Et alors, c'est quoi le ticker de Savencia? Savencia, c'est S-A-V-E, Savé. Ok, S-A-V-E. Et c'est coté sur quelle boîte? Sur C'est quelle place?
j'ai vu sur Euronext. Sur Euronext, donc ça doit être .pa. Ouais, moi c'est éligible au PA. Et aujourd'hui l'action elle s'échange à 67 €. Et depuis le début de l'année elle a fait plus de 25%. Mais elle était à son plus haut, je crois en 2021 elle était à 70 balles. Et du coup je reviens juste sur la boîte en tant que telle. C'était pas facile de trouver des infos. J'ai essayé de voir les résultats financiers et juste tu vois, d'habitude une boîte elle a 100 pages de résultats financiers. Là c'était 2 pages. Une entreprise cotée? C'est une entreprise cotée, ouais. D'accord, ils s'en tiennent vraiment au minimum légal alors. Et C'est quoi la market cap de cette boîte-là? je crois que c'est 1,2 milliard. 1,2 milliard, ouais. En fait, c'est un problème souvent avec les small caps, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont peu suivis. Ouais. Et donc, ils font pas trop d'efforts sur les présentations. Alors, autant, tu vois, sur Loué, t'as 5 analystes qui suivent, ils ont des présentations qui sont pas mal. Mais, je sais pas, tu prends une boîte de champagne comme Laurent Perrier, elles sont vraiment succinctes, hein, les présentations. Mais pourtant, tu vois, ils font plus que Loué en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils font 7,5 milliards. Mais pour quelle marge? Alors, ils ont une marge qui est assez faible aussi, c'est entre 3 et 4. 3 et 4%, ok. Donc, c'est du même niveau que... Ouais. Et donc, eux, ils sont à la fois sur le fromage, qui constitue 54% de leurs produits. Ouais. Mais t'as 45% du reste, c'est des produits laitiers. Et en fait, ils sont derrière Danone en termes de production laitière. Ok. Et à l'échelle mondiale, ils sont pas loin. Je crois ils sont. Lactalis aussi qui est énorme. Ouais, Lactalis, t'as Danone, premier, ouais. Lactalis. Ensuite, t'as Savencia qui est 3e ou 4e, enfin ex aequo. Et au niveau mondial, ils sont 20e, quelque chose comme ça. Dans l'agroalimentaire, les plus gros producteurs, je pense pas qu'ils soient dedans, mais c'était quoi? C'était Loué déjà, mais t'avais aussi Lactalis et t'as Bigard. Bigard qui est vachement gros dans la bouffe. Et du coup, voilà, et comme pour Loué, ils font une grosse partie de leurs chiffres à l'étranger. C'est un truc comme 60%. Alors Loué, c'était pas beaucoup d'huile, hein, c'était 1/6. Mais du coup, c'est mieux, c'est plus diversifiant. Ouais. Et voilà, ils versent un dividende qui est de 1,60 €. Ok. Enfin, 1,6 € et qui est en hausse de 10% par an, ce qui est pas mal. En fait, quand on regarde les chiffres, c'est une boîte qui fait de la croissance, mais peu. Mais genre combien par an environ Je crois que c'est de l'ordre de 5%. Ah oui, donc ça explique la différence de... Ouais. Ils ont quoi comme PE environ 7. 7. Ah oui, donc ils sont beaucoup moins chers encore que Loué qui est déjà pas cher, mais ça s'explique par l'absence de croissance. Ouais, voilà, elle est moins volatile, c'est une croissance qui est assez faible, mais qui est quand même continue depuis quelques années. Mais je te laisse finir parce qu'il se trouve que j'ai des informations sur Bah, Savencia. je t'en prie, partage-les-nous. Je sais pas à quel point je m'expose légalement, mais je sais qu'en tout cas ça va pas très bien Ah, à Savencia. pourquoi Voilà. Je pourrais peut-être pas en dire plus, mais tu nous tiens au bord de tes lèvres. mais j'ai Squash. des insights. Des on va dire. insights. Des inside, ok. Ah bah non, mais c'était pas... Non mais moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos, hein. Genre vraiment, tu vois, tu tapes le nom de la boîte, ils te donnent la liste de leurs marques. Donc ils ont une tripotée de marques, ça a du Caprice des Dieux, ils font du chocolat aussi, ils font du Cœur de Lion, des trucs comme ça. Mais ils te disent rien de comment fonctionne leur business, est-ce que c'est eux qui produisent le lait, est-ce qu'ils rachètent le lait à des producteurs. Et bon, à la rigueur, tu trouves une page Wikipédia où tu as quelques scandales qui datent d'il y a 10 ans, en mode sur le prix des laits, où l'État est très strict sur les tarifs auxquels tu peux vendre le lait. Et eux, ils respectaient pas, et je crois qu'ils rémunéraient mal leurs producteurs. Et ensuite, tu as eu une question de produits qui n'avaient pas été rappelés malgré une contamination à je ne sais quelle bactérie. Ah oui, le risque sanitaire, Ouais. hein, c'est un gros risque sur la Qui aurait flingué un ou deux gosses qui seraient restés sur le carreau. Et d'ailleurs, à parenthèse juridique, tu as une norme assez stricte sur les produits de consommation et la responsabilité des produits défectueux. Donc, j'achète un grille-pain, mon grille-pain explose et me coupe la main. Il y a un système de responsabilité qui est assez bien cadré où le producteur, il y a des présomptions quant à sa responsabilité sur le produit. Et du coup, la personne est toujours indemnisée. Parce qu'ils ont des assurances et où c'est comme pour les automobiles. Et j'ai dû apprendre un arrêt de la Cour de cassation l'année dernière où tu avais un pauvre gosse, malheureusement. Il a bouffé un camembert. Et en fait, le camembert était contaminé à je ne sais quelle bactérie.
Et bah bon, malheureusement, il s'en est pas sorti, tu vois, genre, Putain. Ah ouais. il est mort. Et ses parents avaient activé la responsabilité de je ne sais quelle entreprise industrielle sur le fondement du produit défectueux. Et en fait, dans la loi, tu as une exception, c'est l'état de l'art scientifique, l'état de l'art des connaissances scientifiques, qui fait que bah, on connaissait pas cette bactérie. Et donc pas de responsabilité. Je referme la parenthèse juridique, nous pouvons revenir aux glands mouillés, aux doigts mouillés, pardon. Ah, mais en fait, moi, ce que je trouve très compliqué avec l'alimentaire, c'est déjà tous ces risques qu'on voit là, scandales sanitaires, etc. Ensuite, comment est-ce que tu fais ta croissance? Est-ce que tu arrives à vendre beaucoup plus? Bon, Loué, ils arrivent à faire de l'organique et tout, mais sinon, comment est-ce que tu fais? Tu rognes sur les marges. Si tu rognes sur les marges, est-ce que t'as pas plus de risques d'avoir des En termes d'innovation, t'as fait le maximum aussi dans ce genre de business, tu vois. Ouais, bah tu peux un peu automatiser, mais ça va pas te permettre de vendre jusqu'à beaucoup plus, un hein. certain niveau. Les poulets. Bah alors, je pense que la grosse marge de croissance encore, ça peut être peut-être l'intégration jusqu'aux exploitations en elles-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire que s'ils achètent à des éleveurs, en soi, l'éleveur lui-même il prélève sa marge. Donc s'ils intégraient verticalement toute la chaîne de production, peut-être qu'ils pourraient trouver plus. Bah sinon vendre plus à l'étranger. Hein. Ça c'est un peu la. Et après, tu vois, t'as aussi adressé des habitudes de consommation qui sont pas celles que t'adresses habituellement. Par exemple, tu vois, dans le cas de Loué, eux, ce qu'ils voulaient viser un peu plus maintenant, c'était tous les gens qui prenaient du bio, du vegan, etc. Ça n'a pas marché. Ça, c'est des trucs qui peuvent marcher. Tu peux vendre un peu premium et tu peux vendre des trucs qui sont peut-être plus sains, plus chers. Mais ouais, moi en fait, je vois difficilement comment dans un marché que aussi plein que la bouffe, parce qu'en fait les gens ils mangent déjà à leur faim, ils vont pas acheter beaucoup plus de bouffe. Comment tu fais pour croître autrement qu'en vendant à d'autres pays, quoi, en ayant des marges plus faibles? Je pense probablement par l'intégration verticale. Après, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir des éleveurs. Si jamais, par exemple, il y a un risque, la grippe aviaire ou la bactérie, c'est pas l'entreprise qui porte ce risque. Je sais pas donc à quel point ils peuvent intégrer verticalement. Mais je me demandais, est-ce que 3-4% de marge, c'est la norme à peu près dans la bouffe, ouais. Dans la bouffe, c'est comme ça. Même chez les distributeurs, tu prends Carrefour, c'est ce genre de marge. Alors au Naturalia, les marges sont un peu plus élevées pour habiter proche. Mais là, c'est les loyers. Je sais pas s'ils font vraiment plus de marge. De toute façon, Naturalia, c'est une franchise, donc oui. C'est le franchisé qui adapte sa marge. J'imagine. Je pense que la franchise leur donne une fourchette en disant bah nous on vous conseille ça et ça. Ça appartient à qui, Naturalia? Je crois que c'est un grand groupe. Ouais. De base, ouais, je pense que ça appartient, ouais. Peut-être pour Mulliez ou je sais pas quoi. Biocop, Naturalia. Et alors donc si tu nous dressais un peu une matrice SWOT où tu nous parlerais du coup des forces, des faiblesses, des opportunités et des dangers sur le camembert président, sur Savencia. Voilà, là on rentre vraiment dans le... Bah, tu nous as parlé du coup de tous ces problèmes qu'il y a, le manque de transparence, le fait que c'est quand même assez opaque. Les insights de gens infiltrés dedans qui savent que ça se passe mal. Et qu'est-ce que tu vois comme chose positive? Alors moi, chose positive, le fait que la consommation de produits laitiers en France augmente. Avant de venir, j'ai lu quelques chiffres de l'État qui s'en vantent. Hein, ils aiment bien mettre en exergue la consommation interne de produits franchouillards comme ça. Je mettrai en avant aussi le fait que ça reste des produits industriels qui du coup ont un peu cet avantage de surfer sur des marques qui sont à la fois cette image de produits du terroir, ce qui est pas du tout le cas. Hein. Il n'y a rien de plus... le camembert président, c'est très industriel quand même. Il n'y a rien de plus industriel. Et pourtant, c'est ce qui se vend le plus. C'était bien devant les traiteurs. Hein. Les traiteurs, c'est 16% de la consommation. Eux, ils en avaient genre 30, un truc comme ça. Et après, je sais pas ce qu'il y a en troisième option et qui prend le reste. Mais et sinon, oui, en faiblesse, le fait le lait, on a toujours un débat politique sur la rémunération des producteurs, que c'est pas forcément quelque chose qui est adapté à tout le monde. Il y a la souffrance animale aussi qui entre en jeu.
Mais sinon, est-ce que ça rentrerait dans une logique halal, le lait? Techniquement, oui. Ah ouais, bah il y a quand même. Mais Alors la vache qui rit se vend très bien dans tous les pays Ah. du Maghreb. Hein, ça... Par contre, ils sont peut-être plutôt lacto-intolérants. Hein. Ah, je sais pas. En fait, c'est beaucoup une question d'habitude de consommation. Dès que tu prends l'habitude de manger du fromage, C'est et que, tout, Ouais, ouais, ça, c'est quand en même- Afrique, t'as beaucoup de gens qui supportent pas le lait. qui ont Oui, c'est un système, trait génétique. Et très même en européen. France, beaucoup d'Européens digèrent pas le lait. C'est pour ça que ça m'étonne que le marché soit en hausse. Mais en fait, le problème de la digestion du lait, c'est aussi que beaucoup de gens ont un sevrage. C'est Oui. quand si t'en consommes assez régulièrement, ça va. Mais si t'arrêtes de boire du lait, mettons pendant 4 ans, et que t'essaies d'en reprendre, t'as plus les bactéries qui te permettent de le digérer correctement. Après, c'est-à-dire le que, fromage, je sais pas. Ce qui est très à la ça mode, digère, en tout cas dans les grandes villes, c'est le lait de soja, ou le lait d'amande. Et c'est vrai que si vous allez prendre votre petit café au lait, enfin moi ça m'est arrivé récemment, le barista vous demande qu'est-ce que vous voulez comme lait, et le lait c'est d'amande. une question bon. auquel on n'est pas habitué à répondre. Enfin moi je sais que je prends toujours du lait de vache, mais maintenant beaucoup de gens prennent du lait d'amande ou du lait de... Voilà, et apparemment c'est plutôt bon pour la santé, c'est même très apprécié par les gens qui font de la musculation, Ah, moi, j'aime Ah ouais. beaucoup le lait d'amande. je crois, ouais. C'est pas C'est pas du oestrogénique, Et le lait de soja. je sais pas du tout. Bah, je sais pas. Hein, moi, s'il me fait pousser une belle paire de sang, Ah, tu vas pour t'auto-ploter. Il va divorcer après. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était en baisse, c'est étonnant, mais mais après, la consommation de lait, de lait produits animal. laitiers. Ouais. Ah bah après, je sais que le fromage, c'est un truc qui est pas trop connu à l'étranger et que beaucoup de gens qui découvrent ça aiment bien. Ben, je sais qu'au Maghreb déjà c'est assez populaire, mais quand tu vas dans les pays chauds où ils n'ont pas eu l'habitude, un truc tout con, tu prends les Antilles par exemple, c'est pas un climat où tu peux avoir du fromage parce qu'il fait trop chaud, il fait trop humide, et les gens n'avaient pas l'habitude de prendre du fromage, et en fait depuis qu'ils ont accès au Carrefour et tout, ils bouffent tous du camembert comme des cochons et du gruyère. Donc bon, il y a peut-être une opportunité. Moi, je vois quand même un truc qui est pas mal, c'est que malgré tout, tu vois, la boîte que tu nous indiques, elle est pas trop chère. Enfin, un PE 7 avec une croissance de 5%, en fait, ça fait penser à Total Energy. Oui, et historiquement, elle a su dégager des prix plus élevés. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est une boîte, là, tu nous dis, a priori, la market cap, elle est pas si grosse que ça, on doit être sur les 2 milliards. Et une boîte qui a 2 milliards et qui fait que du 5% de croissance. Ouais. Tu vois, si c'était une boîte, par exemple, Total, qui pèse plusieurs dizaines de milliards, tu dis qu'au moins, elle a du jus pour tenir et tu peux investir dedans en te disant, j'achète parce que c'est pas cher, parce qu'il va y avoir du rendement, mais je sais qu'elle a l'air insolide. Là, une boîte comme ça, qui arrive plus à générer de la croissance, il y a peut-être un... Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'elle a, avec un market cap aussi bas, qu'elle n'ait pas été rachetée par des mastodontes, Genre Nestlé, Danone. Mais c'est Nestlé, une entreprise Danone et familiale. Lactalis. Ouais, ok. Bah, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle n'a pas été rachetée, je sais pas. Ah ouais, d'ailleurs ça c'est un problème. Enfin, on dit souvent que les entreprises familiales c'est bien parce que les gens ils sont skin in the game, c'est vrai. Mais parfois les entreprises familiales, le problème c'est qu'ils vont prendre des décisions Catastrophique. ou même qui sont contre l'actionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la boîte et ils vont favoriser une boîte non cotée qui appartient à eux, ou ils vont se verser des dividendes exceptionnels qui vont pas profiter aux autres actionnaires. Donc il y a des trucs avec lesquels il faut faire gaffe. Par exemple, quand on prend Bolloré, il encule ses actionnaires, hein, clairement. Un mot de la fin peut-être sur ce portefeuille du droit tardé. Alors ce portefeuille du droit tardé, donc déjà, si on devait investir, est-ce qu'on investirait plutôt dans le poulet ou dans le camembert? Dans le poulet, je pense. Ouais, dans le poulet, hein, clairement. En tout cas, la boîte, moi, elle est sur ma watchlist. J'ai toujours pas mis un billet sur Loué. Loué, c'est LOUP.PA, donc le ticker. Donc accessible en PEA. Mais je me tâte. C'est juste que je suis pas trop fan des petites marges et du fait que ça soit assez gourmand en dépenses, en capex, mais je sais pas, la gestion financière me semble. C'est pour mettre un peu d'industrie agroalimentaire dans dans ta strat. Je pense que étant donné le niveau de croissance et la valorisation, c'est une bonne opportunité, un bon risk-reward. Et après, c'est les small caps. Tu vas avoir des small caps qui sont très localisés. Ça permet quand même de bien décorréler du marché. Et c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir des petites poches comme ça à côté des grosses boîtes technologiques qu'on peut avoir.
Donc petit mot pour nos chers Sasquatch et notre cher Cortés le Gitan. Donc là, on a proposé 2 boîtes droit tardé. Ça change du hérisson, n'est-ce pas, Cortés? C'est vrai que c'est moins piquant. Et est-ce que vous auriez eu peut-être des mentions honorables de boîtes droit tardé auxquelles on n'aurait pas pensé? J'en ai une qu'on connaît bien ici, Terre de France évidemment. Qui ne sponsorise pas cet épisode, Malheureusement, on pourra pas vous faire acheter des trousses de toilette à 200 €. Là, on est sur vraiment du small cap, mais extra small. Ils avaient pas le sponsor pour les rasoirs à couilles là aussi. Non, C'est quoi, Manscape. ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me demande si la demoiselle là, c'est pas la femme de Raptor. Oui, c'est la femme de Raptor là. Ouais. Ouais, c'est la femme de Putain, Raptor. quelle coïncidence. Ouais, alors les gars, Avec on le est en manteau live. Il y a la femme de Raptor qui est avec ses 2 chiens, Petit Potam et Petit C'est Ours. vrai qu'il habitait le 16e. Non, Non, lui, il habite dans... ouais. Il habite... On l'a Non, il croisé. habite dans le 2e. On l'avait croisé avec Robert, j'ai l'impression de voir un elfe du Père Noël qui s'était enfui, tu vois. Parce que il faisait 1m60. Non, Il était tout en vert avec Faut son dire que c'est costard étriqué et son chapeau. C'était à mourir de rire. non. Est-ce que tu veux dire que le Raptor est une small cap? Alors, s'il te plaît, déjà, c'est une micro-cap. Non, on l'embrasse. S'il nous écoute, on l'embrasse. Et il vient quand il veut. Il vient quand il veut. Ah, Bon. moi, je sais pas quel type de droit tardé tu parles. Des investissements droit tardé. Qu'est-ce que... J'aurais dit si vraiment tu veux pousser le délire au bout, t'as Gazprom. Alors, Ouais. Gazprom, ils font quoi? Bah, ils font du gaz russe. Du gaz. Ah, Ah oui. oui. Alors, sinon, il y a une autre C'est mention. pour ça que je demande quel type de droit tardé, parce qu'il y a le droit tardé pro-russe et Ah, bah, tu peux tout prendre, hein. Mais t'as aussi un autre investissement que t'aurais pu faire. Donc, on parlait de la baisse de consommation de cochon. Mais il faut savoir que le cochon est une matière première cotée. Ouais. La carcasse de porc est cotée, et donc vous avez des contrats à terme. Et en fait, on peut aussi shorter la carcasse de porc pour profiter des changements de consommation alimentaire. Peut-être qu'ils vont changer les règles, hein. Ils vont trouver que c'est tellement bon, ils vont dire, ah, c'est permis. Alors, très Allah honnêtement, l'a je dit. serais pas étonné parce que quand même le cochon, qu'est-ce que c'est bon, hein. Très bien. Bah, écoute, sur ce, je pense que nous pouvons marteler. Que le passé c'est bien et que l'avenir C'est mieux. j'espère que ce sera mieux. J'espère que ce sera. très bien. Gros bisous les amis et surtout n'oubliez pas rejoignez le Telegram, envoyez-nous un gros chèque et plus soyez l'épisode sur Spotify, sur YouTube. 25% en moins sur le site Terre de France avec le code MIT. M-E-A-T. Miteuse. Allez, bisous. Allez, gros bisous. Je sais que t'aimes ma viande, oh oui. Je sais que t'adores ma viande, Baptiste. Ma mite bien juteuse au fond de ta bouche. Alors, c'est parti. Mets-la dans ta bouche. Mets toute ma viande dans ta bouche. C'est super bon, miam. Le goût est incroyable, il y a un goût caramélisé. Attention avec ma viande. Sois bien prudent avec ma mythe. Et ce morceau est encore mieux, on sent vraiment le glaçage, donc on y va. Mets-la dans ta bouche. Mets toute ma viande dans ta bouche, c'est super bon.